Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, depuis plus de 20 ans la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée aujourd'hui au volume 2 de la série Dark Vador édité par Panini Comics. Et pour discuter avec moi de ce volume, je suis accompagné de l'autre côté de l'Atlantique de Jean. Salut Jean. Salut Loïc, bonjour à tous. De Francis. Salut Francis. Bonsoir messieurs. Et côté français, salut Thomas. Salut à tous. Donc voilà, c'est parti. On finit notre duo de séries régulières Star Wars avec ce volume. On rappelle tout de suite le partenaire littérature des émissions de Star Wars en direct, qui est le groupe Star Wars Littérature Québec. On vous invite à les rejoindre où que vous soyez dans le monde. On vous invite particulièrement à participer à leur collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. Et on parle de notre boutique que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. Vous pouvez montrer vos couleurs, porter fièrement nos t-shirts siglés Star Wars en direct, nos produits dérivés Star Wars en direct et même d'autres designs Star Wars de notre leader suprême à l'adresse starwars.direct/boutique. Et sans plus attendre, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et donc, on va tout de suite démarrer le vif du sujet avec le volume donc, de Star Wars édité par Panini Comics au prix de 18€, déjà disponible, qui reprendra donc les épisodes. Oh la bannière. Thomas est toujours. Ah non, j'en mets pas là, franchement. La bannière Star Wars en direct, que donc ceux qui ont l'image verront, mais ceux qui n'ont pas d'image, on vous invite à venir faire un tour sur notre chaîne YouTube pour découvrir cette magnifique bannière qui plaît tant à Thomas. Donc dans ce volume, comme je le disais, les épisodes de 6 à 11 de la série Dark Vador, donc de la troisième série Dark Vador, qui se passe toujours après l'Empire contre-attaque. Voilà. Thomas, une fois n'est pas coutume, est-ce que tu peux nous résumer le fil de l'histoire de ce volume ? Alors, est-ce que tu veux un truc pro ou un truc complètement à la Wallagan ? On veut un truc Star Wars en direct. D'accord. Je comprends donc pas préparé. Alors, il s'agit... Alors, juste, on fait pas de WhatsApp parce que t'es sûr que tu veux pas nous présenter l'intégralité de tes jeux vidéo, Jean, avant ? Non, ça va. Parce que t'as un petit peu de temps. Parce que les gens sont là pour le comics, on va commencer par le comics. Voilà. Okay, bon, très bien. Bon, pour ceux qui voient, il y a de quoi faire, hein, sinon. Alors, tome de Dark Vador, donc c'est Greg Pak qui a donc écrit, Greg Pak qu'on a déjà eu plusieurs fois, et au dessin, Raphaël Yenko, et non pas Keketo, n'est-ce pas, mon cher Francis. Et donc du coup, rapidement, ça se situe juste après le premier tome. On avait vu que notre ami Dark Vador, il était encore un petit peu amoureux, quoi. Il croit retrouver l'élu de son cœur et il est attiré par un petit peu le côté lumineux. Il a à nouveau des sentiments, tout ça. Et du coup, il rentre voir son chef et il prend une soufflante. Donc, il arrive et puis quand on prend une soufflante par palpatoche, généralement, ça bricole pas. Et donc, il lui en met plein la gueule. Léger, des petits coups d'électricité. Et puis, bien sûr, beaucoup de phrases d'humiliation pour le foutre bien par terre. Donc là, il est ravi. Et après, il envoie même les gardes tout moches qu'on sait même pas qui c'est, lui latter la gueule. Mais il se défend. Donc du coup, comme il se défend, j'insiste parce que moi, c'est le moment qui m'a quand même, qui m'a un peu touché. Et il le fout par terre. Mais même quand il y arrive, hop, il y a même Masameda qui vient avec un flingue et tout. Et là, tu te dis, Masameda, vu qu'on le voit pas, ça y est, il va enfin se faire latter. Mais non, même pas, parce qu'il les étrangle les trois d'un coup. Et comme si c'est pas suffisant, l'empereur se met dessus et vraiment, il le fout par terre. Il lui dit, ouais, tu vois, tu ressens la peur, espèce de grosse merde, etc. Et donc, en plus de ça, il lui explose les deux jambes et le bras.
Et donc du coup vraiment on voit bien que il est vraiment par terre. Donc en fait c'est quasiment la première issue, c'est ça, c'est le gars, tu le fous par terre et tu le mets vraiment comme une merde au sol, et comme si c'était pas suffisant, tu le remets sur Mustafar, tu sais, là où il a eu la pire loose de sa vie, et tu lui dis, tu vois, grosse merde, je suis même pas là pour venir te chercher, et tu te démerdes. Et au fait, d'habitude, tu utilises la force, là, même pas, tu vois, tu vas vraiment te démerder. Et il se barre, il le laisse vraiment comme une grosse bouse, quoi. Et donc, tu vois le mec, alors le plan est génial, il est couché sur le dos avec un bras, et pas le droit d'utiliser la force. Là, tu sens que le gars est un peu énervé, donc il se revoit en train de latter des gueules. Tu sens qu'il est un peu énervé quand même, bon. Et l'autre lui dit non mais tu crois qu'il va y arriver? Ouais pas de problème. Et par-dessus le marché, le gars qui est par terre, donc le même, toujours avec un bras, pas le droit de la force, machin, complètement bousillé, t'envoies un assassin pour lui latter la gueule. Donc voilà ce qui se passe pendant une issue, le type en prend plein la gueule, quoi. Et c'est Dark Vador, hein. Donc là tu te dis alors des fois on voit nos gamins ils sont chiants, quoi, mais j'ai jamais pensé aller si loin, quoi. Mais peut-être que c'est efficace parce que tu sens que ça cogite quand même chez Dark, hein. Et donc là, évidemment, c'est un peu le même style que la première fois, c'est-à-dire qu'il y a énormément de flashbacks. Et il se revoit avec Palpatoche au début, quand il était encore séduisant et sympa et tout. Et malgré tout, il se relève et on revit du coup la scène. Pour moi, il est un peu construit comme le précédent tome, à savoir qu'il y a énormément de flashbacks avec la prélogie. Il se revoit en train de latter des gamins, en train de latter des Némodiens, etc. Et d'ailleurs, il retrouve un cadavre de Némodien au sol, donc du coup, voilà, sympa. J'ai trouvé qu'il avait pas trop décomposé depuis le temps, donc je sais pas, peut-être que momifié par l'atmosphère un peu sèche de Mustafar, sans doute. Ouais, alors je m'étais dit, est-ce que c'est propre aux Némodiens, qu'ils ont une peau un peu plus sèche et que du coup, ils pourrissent moins. Et donc, du coup, il récupère tous les bouts de droïdes tout pourris pour essayer de se recoller, ce qu'il arrive à faire, évidemment. Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il utilise la force, hein, quand il fait venir le mousse droïde à lui. Pour moi, il triche un peu déjà, hein. Et donc, il se reconstruit. Et là, arrive le fameux assassin. Et donc, l'assassin, c'est ça qui est sympa. Il s'appelle, alors que je ne dise pas de conneries, parce qu'en plus, il répète son nom toutes les 2 vignettes. Hein, oui, c'est Ochi de Bestoun, le fameux assassin qu'on a découvert mort en cadavre. Exactement. Dans l'ascension de Skywalker. Voilà, donc on sait qu'il va peut-être pas mourir tout de suite, puisqu'on l'a trouvé ailleurs la dernière fois. Et donc, Ochi de Bestoun, alors ce qui est dommage, c'est que c'est un alien, mais qu'on lui cache la tête. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que un humain, autant on peut lui cacher la tête, vu que c'est moche, mais un alien, voilà, ça se respecte. Et donc, là, ils l'ont pas fait. Et donc, évidemment, l'autre lui met sur la gueule, et ils se mettent sur la gueule, quoi. En fait, tout le long, ils se remettent sur la gueule, ils se remettent encore mettre sur la gueule. Et donc, du coup, à un moment, il y a une espèce d'araignée sur une tête de cochon. Allez, ok, on y va. C'est sûrement un truc de la force, hein. A priori, c'est comme ça que ça se justifie quand on n'a pas trop de... Alors, je t'interromps, ça fait partie des scènes coupées de l'épisode 9. Kylo Ren devait la rencontrer. Kylo Ren devait le rencontrer sur Mustafar. C'est présent dans le roman, en fait. Ça fait partie des peu de bonus qu'il y a dans le roman. Et comme si les haters, ils avaient pas assez de trucs à se foutre sous les dents, quoi. Tu vois, en plus, t'as une araignée sur une tête de cochon, quoi. Bon. Et donc, du coup, c'est cette bonne idée de l'araignée sur la tête de cochon qui fait référence à l'épisode 9, on est très contents. Et là, il se fait, arrive en plus des Umbariens, donc je sais pas, on les avait déjà vus avant, ceux-là, moi je n'ai pas souvenir. Oui, c'est la bras droit de Palpatine. Ouais. On la voit depuis l'épisode... Dans l'épisode 2. Depuis l'attaque des clones, elle est toujours à la droite de Palpatine. Ah putain, mais je l'avais pas reconnu, d'accord. Pareil, hein, Tom, je suis comme toi, j'avais pas fait gaffe. En fait. C'est vrai? Ah ouais, je pensais que c'était un personnage dit. Mais c'était l'Umbaran. D'accord. On a eu Masameda dans le premier numéro, puis là, c'est l'autre bras droit. Et moi, je croyais qu'il l'appelait l'Umbaran parce que c'était un Umbarien comme un autre, quoi, tu vois. Alors, je me souviens plus son nom, mais elle va revenir dans d'autres numéros aussi. Slymour. Ah ils l'ont rappelé. Pourquoi ils l'ont pas appelé Slymour, là? J'aurais tilté, quoi. Bon, il faut suivre, hein, c'est tout. Ouais. Il faut réviser votre continuité Star Wars, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il se fait attaquer par des espèces de trucs, alors je sais pas ce que c'est. Des guêpes poilus, quoi, qui crachent de la lave, quoi. Logique, hein. Bon, je crois que ce sont les puces de lave de Mustafar. C'est une référence à l'épisode 8, hein. À l'épisode 3, les puces de lave de Mustafar. Ah, t'es bon, hein. T'es vraiment bon, hein. Moi, j'avais pas non plus. Et donc ça, c'est quoi, là, l'espèce de grosse mythe, là, géante, là? Mais c'est celle-là, la puce de lave. Oui, parce que Thomas nous les montre à la caméra, pour ceux qui n'ont pas l'image. Ouais, en fait, on les avait eu aussi on les a eu dans plusieurs autres BD. Là, dans l'autre série Vador de Soul.
Exact, c'est ça qui se passait au Mustafar. tout début là, de l'aventure Vador. Et dans d'autres numéros, entre autres ceux que j'ai critiqués avec Louis récemment, qui se passent sur Mustafar, donc le château de Vador, là, les contes du château de Vador. Donc ouais, c'est des bestioles qui servent de chevaux, on va dire, aux Mustafariens. Il tombe sur le Balrog, ça j'ai reconnu, c'est l'épisode 1 de la communauté de l'anneau. Là j'avais la référence, quoi. Et donc du coup, ils se remettent sur la gueule, quoi, logique. Il lui enfonce une espèce de plaque de métal dans la gorge, nickel, quoi. C'est beaucoup de baston, en effet. Ouais, c'est vrai. Du coup, quand je résume, de la baston, des flashbacks, des bastons, des flashbacks, encore de la baston. Ah, on rencontre la tête de cochon, là, avec l'araignée qui lui parle. Donc voilà, il lui dit qu'il a sûrement senti un truc. Il dit non, c'est toi qui as appelé le premier, non, c'est toi. Tu sais, on dirait les ados, tu sais, non, c'est toi qui raccroche en premier, sauf que là, c'est l'inverse, c'est toi qui as appelé le premier, non, c'est toi. Donc voilà, et là-dessus, bon, je trouve un peu ça what the fuck quand même. Arrive donc du coup notre alien avec une tête cachée qui nous fait croire que c'est un robot, avec des robots, mais qui eux ne sont pas des aliens cachés, mais vraiment des robots. Au début, tu penses qu'ils sont en fait engagés par le gars, mais non, en fait, ils sont là en plus. Et donc, eux, en fait, on apprend qu'on leur a promis des pièces de Dark Vador, soi-disant, c'est le top du top, pour lui piquer des pièces, en fait. Mais, à un moment, à force, comme il se latte la gueule, comme dans tout le long du truc, à un moment de lui latter la gueule, il se rend compte que les pièces qu'il a sur lui, c'est des pièces de merde. Bah oui, le Palpatine a flingué tout le reste. Donc, ils se disent, on va flinguer l'alien qui se déguise en robot. Et du coup, l'alien se fait sauver par Dark Vador, l'alien déguisé en robot, logique. Et donc, du coup, c'est un peu ça. Est-ce qu'on sent mon point de vue déjà sur le scénario On a une petite idée. Ouais, c'est Oui, on va dire qu'il y a un petit teaser. Ouais, d'accord. Du coup, il récupère son vieux Starfighter avec une capsule de sauvetage. Ok. De la garde il se dit, je vais foutre le collègue dans le truc attaché, et puis je vais le foutre sous le Starfighter, comme ça va être super maniable. Ouais, on voit bien qu'il y a de l'idée, et parce qu'il lui explique comment marche le Holocron pour aller sur Exegol, d'accord. Et donc là... L'orienteur, je pense que ça s'appelait dans le film. Comment ? L'orienteur. Ouais, l'orienteur pour aller sur Exegol, l'espèce de petite pyramide là, que Kylo Ren utilise. Mais ça me fait penser à un holocron, moi. Mais En fait, tout le monde a pensé, sauf les scénaristes. C'est ça. Ils auraient dû appeler ça holocron, mais non, c'est pas un holocron. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est le holocron Mappy, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, en fait. Et donc là, ils rencontrent encore une bébête de l'espace. Bon, voilà, logique, hein, des trucs qui se baladent comme ça. Et donc, il se dit, tiens, je vais lui latter la gueule avec un vieux Starfighter rouillé. Et en dessous, une espèce de gros truc qui pend où j'ai mis mon Gus dedans, quoi, et ça va bien se passer. Et par-dessus le marché arrive, si tu veux, là, donc du coup, Slimemoor, qui s'appelle plus Slimemoor, mais Lumbaran. D'ailleurs, c'est un peu raciste quand même de réduire Slimemoor à un simple Lumbarien, si je peux me permettre. On voit comment les aliens sont considérés dans Star Wars. Et donc là, ils se font attaquer, donc du coup, par des tonnes de TIE Fighter, ils s'en font latter parce que Vador, même avec l'espèce de navette qui est pas du tout fait coller à son Starfighter, on sait bien que la conception du truc est pas fait pour, mais il arrive quand même à latter plein de TIE Fighter, ils en envoient des centaines, ça continue de bien se passer pour Dark Vador, donc on sent que la force est avec lui aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, il se latte contre la grosse bête, et puis voilà, encore des flashbacks. Des flashbacks d'avenir, c'est un peu retour vers le futur. Il mélange un peu tout, ça va arriver, ça va pas arriver. Bon, on voit que c'est la force qui lui joue des tours. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que ça se lit très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Hein. Il y a surtout là, si je regarde, il y a après, c'est ton destin, voilà, c'est tout ce qu'il y a de marqué, quoi. Donc du coup, voilà, il atterrit sur Exegol. Il y a la grosse bébête, il se dit, tiens, je sais pas si vous avez déjà vu dans les Power Rangers quand ils ont le Megazord, c'est un peu ça qui se passe. Il monte sur le Megazord, en araignée, et il va aller se battre contre Palpatine, qui lui a aussi un Megazord, mais méchant, avec des pinces. Et du coup, combat final pas de Pokémon, enfin, de Poké Rangers. Et donc, du coup, les Megazords se lattent la gueule, mais c'est Palpatine le plus balèze, donc c'est lui qui gagne. Et du coup, on en est où ? Voilà, on arrive sur Exegol. Il y a des clones de Palpatine, mais pas de problème, quoi. Je continue tout court, je me pose pas de questions.
Et donc, du coup, il se latte avec des mecs, on ne sait pas qui c'est. Bon, a priori, sûrement des bouts de clones ou peut-être des gardes. Non, ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques de l'ordre Sith, Thomas. D'accord. Voilà. Et t'as su comment Vous voyez dans l'épisode 9 aussi. Moi, je lis les encyclopédies Star Wars, tu vois. Mais Je les lis. tu parles de ceux avec le casque là ou ceux qui arrivent avec les dagues à la fin parce qu'il y a Ouais. Non. Ceux qui sont encapuchonnés. Ah oui. Qui sont en fait, d'accord. Et moi, si tu regardes bien, c'est pas de ceux-là. Ah oui, pardon. Moi, c'est les Excuse-moi. gars qui ressemblent aux Oui, mais non, gladiateurs. ceux-là, on les connaît pas. Ah, Non, d'accord. ceux-là, on les connaît pas. Et donc le là, costume il y a- un peu SM, ouais. effectivement, Ouais, ensuite, après, il y a les intégristes de Palpatine là, qui arrivent avec des dagues. Donc, pas compliqué. Je fais la force, je les latte tous. Et donc, là, l'alien a toujours pas enlevé son masque. Hein, donc, il le suit, tout ça. Et à la fin, ils arrivent et ils voient un méga cristal de Kyber qui est fait pour... Ah si, à la fin, quand même, avec la force du Kyber, on voit sa tronche, hein, quand même. Il apprend qu'il y a des méga destroyers de partout. Donc la grosse incohérence de l'épisode 9, elle revient. Mais en fait, du coup, Dark Vador, il va a priori rien en faire. Et on finit sur un truc, encore un flashback. Et à la fin, on lui dit, est-ce que t'as choisi? Il dit oui, mon maître. Voilà. C'est Sylvain qui t'a formé niveau résumé parce que non. Ça dépend, tu vois, j'aime bien faire un résumé. C'est marrant en fait parce que ça dépend si tu mets du cœur dans ton truc ou pas. Là, j'ai eu plus de mal à mettre du cœur même si j'ai apprécié que ça se lise vite quand même. Hein. Mm-hmm. Voilà, à vous. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai pris beaucoup plus de plaisir à écouter le résumé de Thomas qu'à lire le volume. C'est gentil. Là, c'était un grand moment. Merci Thomas, vraiment pour ce grand moment, quoi. J'espère que nos auditeurs auront apprécié autant. Sauf le mec qui a mis le scénario, quoi. Bah, Greg Pak, du coup. Mais il Ouais, nous écoutera pas, je crois. Non, je pense pas. Alors, c'est vrai que tu n'es pas le meilleur vendeur d'histoire Star Wars. On va pas se mentir. Alors, on va repartir sur le fil de notre critique. Et si ça vous dérange pas, messieurs, j'ai envie d'entendre un petit peu Jean, puisqu'il n'était pas là pour l'émission précédente que nous avons enregistrée il y a quelques temps. Donc, ce serait sympa qu'on puisse l'entendre en premier, peut-être. Oui, justement, comme je disais, j'aimerais revenir un peu sur Greg Pak, justement, et Raphaël Yenko, qui sont l'auteur et le dessinateur du comics, quoi. Donc Greg Pak, c'est un gros auteur de comics en général, pas que du Star Wars, mais il est chez Marvel depuis très très longtemps. Moi, je l'ai connu, il avait fait les Extreme X-Men dans les années 2000. Donc ça remonte, quoi. C'est super bien, l'Extreme X-Men. Il a fait plein de séries sur les mutants, sur Hulk. Je me rappelle aussi, il avait fait l'adaptation comics de Marvel Nemesis, Rise of the Imperfect. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce jeu vidéo un peu pété. Ils avaient fait un comics autour de ça, donc il avait fait le scénario du comics aussi. Il a fait Turok, le comics. Enfin, il est très prolifique. Donc Marvel, DC, il a fait plein de petites boîtes d'édition. Enfin, vraiment un gros auteur, quoi. Donc il est très très connu dans le milieu. Et dans Star Wars aussi, il a fait dans le canon, il avait fait la superbe série Age of Rebellion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'âge de la rébellion. Oui, on avait se souvient bien. adoré. Avec souffrance. Ah oui, une des meilleures séries du canon, quoi. Et donc avant de reprendre la série sur Vader, Vader de 2020, il était sur le Star Wars, juste avant. Donc voilà. Un gros Alors, nom, on va dire, quoi. Ouais, la fin de la première série. La fin de la première On série, s'était exactement. posé une question, Jean, dans la précédente émission. On ne se souvenait plus, et on n'a pas vérifié depuis, si il avait écrit également les Ruines de l'Empire, Greg Pak. Alors je crois Parce que pour moi, c'était Charles Soule, mais... Il n'a pas participé à un numéro, je crois. Attends. On va te retrouver On ça. va aller Là. vérifier Voilà. là, parce qu'il y a trop de suspense. Bon, en attendant... Je suis désolé, en fait, je fais référence à un truc un peu plus vieux, mais c'est vrai que qu'on reste pas un peu dans le flou. C'est important de rétablir la continuité Star Wars. Rétablir l'ordre, comme dirait Palpatine. Voilà. Si tu veux qu'on Non, c'est parle un Greg petit peu de- Boukham. Ah Et c'est un voilà. Greg. Et c'est le C'est fameux ça. Keketo de un Francis Keketo. Oui, ça je me souvenais. Exactement. Marco Keketo. Voilà, souvenez-vous, chers auditeurs, le fameux. Vas-y Jean, on t'interrompt plus. Ok, non, mais c'est bon, c'est toujours bon de préciser. Et donc, le dessinateur de Raphaël Yenko, que, alors personnellement, je ne connaissais pas du tout, ce dessinateur. Donc, dans Star Wars, c'est un tout nouveau dessinateur. Et j'ai rien lu de lui avant ce Dark Vador. Alors, perso, c'est un style vraiment particulier, je vais dire. Les dessins, c'est très subjectif, hein, soit on aime, soit on n'aime pas, quoi. Chacun a sa vision. Moi, j'avoue que le dessin me plaît pas toujours.
dans ce numéro. Alors, il est très bon pour les personnes à armure, donc pour Dark Vador, c'est nickel. Donc, je trouve qu'il fait un très beau Vador. Comme il est souvent, il est souvent présent, donc c'est nickel. Par contre, pour tout ce qui est... alors oui, il fait aussi des espèces d'yeux expressifs. Donc, il donne des yeux expressifs à Vador, un peu à la Spider-Man. Donc, c'est surprenant, mais moi, je trouve ça intéressant. Donc, c'est réaliste, évidemment, mais ça fait comics, donc pour moi, ça passe. Par contre, c'est pour les persos en chair, quoi, qui a un peu quelques soucis, quoi. Tout ce qui est Palpatine, l'Umaran, justement, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Moi, ça m'aide, il est affreux, ça m'aide. Ça, c'est dur, quoi. Donc, Palpatine, c'est compliqué. Palpatine aussi. Alors, ça a peut-être des persos compliqués à dessiner, j'imagine. Enfin, pour lui, il met beaucoup de traits de crayon fin là, pour toutes les rides. Puis, oui, voilà. Ça, donc, comme c'est quasiment tous des persos ridés, mais même l'Ombaran, on dirait qu'elle a des rides, alors que... c'est vrai que rendu à cette époque-là... non, elle est plus si jeune. Il était déjà dans l'attaque des clones. Oui. Du coup, voilà, donc bon, après, on aime ou on n'aime pas. Mais encore une fois, oui, énormément, mais comme tu disais, Tom, énormément de monstres et d'aliens dans ce numéro. Et pour ça, je trouve qu'il est pas trop mal, quoi. Donc, les monstres sont plutôt bien faits, les corps robotiques aussi, donc tout ce qui est Troopers, gardes impériaux. Ouais, on a des Death Troopers, on a l'armure de Ochi de Bestoon aussi. Voilà, Ochi est très... Voilà, donc... tout ce qui touche à l'humain, c'est un peu compliqué, mais tout ce qui est robotique et monstre, ça passe bien, je trouve. Voilà, pour le dessinateur. Et ton avis sur l'histoire? Tu peux enchaîner. Alors, ok, de manière générale, donc malgré donc les dessins, donc j'ai trouvé ça sympa à lire. Bon, tu le sais déjà, je suis un l'histoire ou sympa? Non, j'ai un plaisir à le relire. Alors là, je l'ai relu, donc ça fait la 3e fois que je le relis. Et ça va, quoi. Donc j'avais relu déjà issues par issues, numéro par numéro, donc ça a été. J'avais relu quand le TPB est sorti en VO, et là donc je l'ai relu pour l'émission. Déjà voir Vador chuter en tout début, là, le premier chapitre, voir chuter et remonter en honneur de sainteté, là, moi j'ai trouvé ça assez exaltant, quoi, de le voir se faire laminer plus de bactères. Après, c'est pas mon perso préféré de Star Wars, donc j'imagine que les fans de Vador vont être un peu choqués, quoi. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant de le voir vraiment en prendre plein la gueule pour qu'après il puisse remonter. Et puis... On entend que Thomas est en train de se verser un thé ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis pas en train de pisser, les gars, si je précise plus, si jamais... Voilà. Merci pour la précision. Ah ouais, non, après, comme tu disais aussi, Tom, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de flashbacks, mais énormément. Et puis c'est des flashbacks sur les films qu'on connaît par cœur, presque par cœur. J'ai oublié le nom. Les variations des fois. Ouais. Donc, c'est pas exactement la scène du film. Ça va être, mettons, par exemple, la fameuse scène de Je suis ton père. Ben là, c'est inversé. Des fois, les dialogues, c'est Luc. Oui, alors. Les variations. Alors les variations. Tu as raison, il y en a beaucoup. Moi, j'ai trouvé que les variations arrivaient qu'à la fin, justement, avec cette fameuse scène. J'ai trouvé ça sympa d'avoir justement des flashbacks inversés, mais pendant une grosse partie du tome, c'est des flashbacks de passages qu'on connaît déjà, en fait, vraiment. Je crois. Donc j'ai beaucoup aimé, quoi. Elle a la présence de monstres, tu vois. Tom, t'aimes bien les aliens, moi j'adore les monstres. Et voir un combat de kaiju dans Star Wars, moi j'ai adoré, quoi. Le dernier chapitre entre le coup de... Alors déjà, c'est le crossover Pierre des Caraïbes avec un Kraken de l'espace, Star Wars et Godzilla. Voilà, tu me mets ça, moi ça me va, hein. Il n'y a pas de souci. Donc le dernier chapitre avec Palpatine et ses crabes contre Vador et son Kraken, ça va, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, ah ouais, bon, c'est très très what the fuck. Mais voilà, c'est très comics aussi, donc moi j'ai plutôt aimé. J'ai beaucoup aimé aussi les liens à l'épisode 9 qui font remonter justement l'épisode 9 un petit peu plus dans mon estime, parce que c'est pas gagné, quoi. Alors déjà, la novélisation, comme tu disais, Francis, aide un petit peu plus à mieux apprécier le film, je trouve, que j'ai pas détesté plus que ça, hein. Je l'aime bien en demeurant, mais c'est vrai qu'il y avait des... Et ça va trop vite comme film, quoi. C'est vraiment éreintant. Et le roman déjà posait plus certaines scènes, et là je trouve que il fait des liens, donc il essaie de connecter le canon à l'épisode 9, et ça justifie un peu plus ce qui se passe dans l'épisode 9. Donc voilà. Donc ça c'est pour moi le gros point fort du volume, c'est vraiment la liaison, les liens qui tissent entre ça et l'épisode 9, quoi. Mais au final, un bon moment, quoi. Je me suis pas ennuyé, et puis ça se lit très vite comme tu dis, et puis très très bien. Moi, j'enchaînerais tout de suite, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, Jean, justement, les liens.
Rappelez-vous que le premier numéro était extrêmement orienté prélogie, mais tu sais, à fond. Donc, d'avoir un deuxième sur la post-logie, je me dis, bon, d'accord. Comme tu dis, c'est des liens, par contre, que c'est les gens qui vont avoir lu le livre ou consulter les scènes supprimées là, qui vont comprendre. Et bon, c'est sur ce qui est de l'orienteur, tout ça, j'ai trouvé que c'est fou comment Vador avait plus de misère que Kylo Ren. À s'en sortir, Kylo Ren, lui, il n'a pas eu besoin de shit bestoon. Oui, c'est vrai. Il a trouvé ça, il a connecté ça à son TIE Fighter, puis voilà. J'aurais adoré de voir cette créature en live dans le film, justement. Et voir Alors que Kylo Ren est complexé par rapport à son grand frère. C'est ça qu'il faut. Ouais. Non, mais ton grand-père était con, il savait même pas piloter, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est vraiment au niveau scénario que cet album-là, pour moi, va perdre de toutes ses plumes. Je reviendrai sur les graphiques après, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment face à un choix que Greg Pak s'est fait dire, bon, ben là, il y a l'événement de la guerre des chasseurs de primes, il faut que tu nous... tu sais, faut que ton histoire affite en dedans de tel numéro. Et il nous est arrivé avec ça. Mais c'était peut-être déjà dans ses plans de connecter la postlogie avec tout ça. Le personnage d'Oshi, j'ai trouvé quand même intéressant, mais bon, l'assassin des Sith, c'est quoi? Il y a une longue feuille de route là, d'assassinat de Sith. Je veux dire, s'il y a juste 2 Sith, puis là, c'est l'assassin des Sith. C'est censé être un spécialiste dans l'assassinat de Sith. En tout cas, excusez, là, mais... Et de Jedi. Mais oui, mais là, peut-être que lui, il vient d'Exegol. Sur Exegol, c'est comme plus ou moins des... C'est pas des Sith, mais c'est... Ah, d'accord. Moi, Exegol, là, c'est ça. Je trouve que c'est de la connexion à des concepts que j'ai détestés de l'Ascension de Skywalker, des conneries sorties de l'esprit de J.J. Abrams qui n'auraient pas dû avoir lieu. Bon, maintenant que ça a eu lieu, que c'est dans le canon Star Wars, le fait qu'il y ait des liens, c'est pas nécessairement là, la pire des choses, mais je serais pas déçu si ça se limite à cet album-là et qu'on n'en entend plus jamais parler. Ça serait bien correct pour moi. Mais le fait qu'au début, t'as Palpatine qui le remet à sa place, faut pas se le cacher, le premier album, c'était limite rébellion contre l'Empereur. Tu sais, quand je dis à la blague, il répond pas au téléphone, là, mais c'est quand même un peu plus que ça. Fait que le fait qu'il le remet sur Mustafar, détruit ses membres artificiels, tout ça. Moi, par contre, il y a la réparation là, faite par des masses droïdes. C'est sûr que c'est Anakin. On comprend qu'Anakin est un petit génie de la robotique, mais c'est fou comme dans Star Wars, c'est facile. La mécanique, l'électronique. Oui, tu peux connecter n'importe quel morceau, ça se connecte toujours facilement. Ça, c'est ouais, c'est ça. Là, il se répare avec des pièces de droïdes de combat, là, de B1, B2. Mais en tout cas, c'est ça. Mais sinon, le scénario, après ça, Oshi engage, c'est ça, des droïdes pour l'aider. Un peu sorti de nulle part. Est-ce qu'il l'attendait dans le vaisseau depuis le début? C'était-tu prévu qu'elle allait avoir de la misère à le tuer? Là, débarque l'Umbaran, comme Tom disait, donc la numéro 2 de Palpatine avec un commando de Death Trooper. Fait qu'au final, là, Palpatine, il voulait être sûr que Vador allait être difficile. Tu sais, c'est comme... je sais pas si Vador avait été moindrement déprimé puis il s'était laissé brûler sur le bord de la plage. Là, à se morfondre. Ça faisait beaucoup de monde payer pour rien là, à attendre dans des vaisseaux. En tout cas, même l'histoire de la grotte, tu sais, tout ça, comparé à ce qu'on a lu dans le roman sur l'ascension de Skywalker, parce que là, Vador, il faut qu'il aille dans une grotte qui affronte toutes sortes de pièges à la Indiana Jones là, pour se rendre jusqu'au fameux orienteur. Alors que Kylo Ren, de mémoire, là, ce qu'il y a dans le roman puis dans la scène supprimée, c'est qu'il se pointe, il rentre dans un lac là, un peu à la roi Arthur avec la rouquine là, qui donne l'épée. Il rentre dans un lac où est-ce qu'il y a cette espèce d'araignée-là sur la tête, là, la fameuse tête de cochon dont parlait Tom. Puis l'araignée, elle lui donne l'orienteur. Il n'y a aucune épreuve comme tout ce qu'on vient de voir là. Il n'y a pas besoin, il est le descendant de celui qui a vaincu les épreuves. Ouais, puis là, bon, il va sur Exegol, découvre la fameuse flotte, encore une idée complètement débile de J.J. Abrams, de vaisseaux cachés, et là, c'est un complexe souterrain à perte de vue. Il y en a des centaines, puis là, t'es dans des... Ah, d'accord, peu importe. J'ai déjà dit ce que je pensais de J.J. Abrams. Mais une nouveauté qui n'est pas de J.J. Abrams, que je ne comprends pas pourquoi Greg Pak, mais là peut-être que c'est comme Jean, un amateur de kaiju et tout ça, mais les méga monstres là, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans l'histoire? Mais
à quoi ils servent, je comprends pas. Alors, Francis, le design est beau. Le design je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins. Il y a quelque chose qui est en décalage. Par contre, les gros monstres, ça reste la tradition de Star Wars. Ouais, on en Alors, a vu dans pas leur Solo, utilisation. dans Rebels. Voilà. On les utilise pas de cette façon-là. Je suis d'accord, ça c'est nouveau, c'est inédit. Par contre, effectivement, les gros monstres, c'est du Star Wars tout craché. Complètement. Non, mais tu sais, c'est comme aussi, tant qu'à avoir une telle facilité à les contrôler, que ce soit Vador ou l'Empereur, ben au lieu de construire des étoiles de la mort à répétition, que ça prend 30 ans, tu l'amènes, puis tu lui dis, faites quelque chose, sinon je détruis Alderaan avec un gros kraken géant. Non, je suis pas d'accord. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi Palpatine ne fait pas ça. Palpatine se souvient très bien de la bête de Zillo de Clone Wars. Ah oui. Et il sait qu'on ne peut pas la contrôler si facilement, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc il faut pas rentrer sur ce terrain. C'est bien T'es allé chercher ça loin, la bête de Zillo. C'est cool ça, j'aime bien. Ça me plaît ça. Bref, voilà, c'est ça. J'y enlève beaucoup de points pour tout ce qui est scénario. Mais je me dis, si la commande... avec le graphisme. Mais tu sais, si la commande était de rattacher Hoshi de Bestoun, Exegol, tout ça, si c'était ça la commande de Lucasfilm à Greg Pak, je me dis, d'accord, le résultat est satisfaisant, mais c'est la commande initiale que j'aurais annulée. Tu comprends? C'est bon. Côté graphique, par contre, là, je ne m'entendrai pas avec Jean. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment trouvé ça super beau. Colorisation, dessin. Même au niveau des visages, il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas se le cacher. On a Masameda, on a la fameuse Umbran et on a l'Empereur. Et l'Empereur, toutes les rides, tout ça, j'ai trouvé que c'était très, très bien fait. Juste pour être sûr quand même, Francis, au cas où on parle bien du même comics. Oh ouais, exact. Ouais, c'est trop bien fait, d'accord, ok. Ben, écoute, réécoute, peu importe l'Empire contre-attaque ou le retour du Jedi en 4K sur une grande télé, là, tu vas voir qu'il y a du détail dans le visage de Palpatine. Mais comme tu as dit aussi au niveau des armures, des vaisseaux, puis on en a à profusion. Le design de Hoshi de Bestoun aussi, il fallait l'inventer, il fallait le créer. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même bien, parce que son casque, tout ça, là, je pense pas qu'on ait... De mémoire, dans l'ascension de Skywalker, on voyait rien de ça. Non, j'aime beaucoup son casque, ouais. Un peu japonisant, loup, renard, c'est sympa. Faisait penser un petit peu au fameux espion rebelle qui attaquait une prison rebelle là, dans la première série Star Wars. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, mais bref, un design quand même intéressant. Mais pourquoi fallait qu'il y ait avec un casque, puis c'est ça. Moi, tout le concept de l'assassin des Sith, j'ai pas compris, là, mais bref. En tout cas, visiblement, ils aiment les lames. Fait que là, je me dis, un moment donné, ils vont peut-être nous présenter pourquoi le fameux couteau, là, que ça donne que c'était à cet endroit-là précis, puis que tu regardes à cet horizon-là, là, ça te dit que l'affaire va être dans le paysage là-bas, la dague, là, tu sais, qui fait compas, là, quand tu l'ouvres. Je pensais, comme on voit plein de dagues j'ai beaucoup aimé l'ascension de Skywalker. On voit plein de dagues sur la ferme. Je me suis demandé si c'est pas justement une de ces dagues qu'ils retrouvaient, mais non, en fait, vu qu'il n'y a pas la carte. Ben, à un moment donné, il peut pas y avoir la carte. Ouais, à un moment donné, on la voit, la dague. L'étoile de la mort, elle n'est pas détruite. C'est vrai. Ouais. Techniquement, elle n'a pas existé. Effectivement. Mais c'est ça. Sinon, côté colorisation, tout ça sur Mustafar, évidemment, on est tout le temps dans les teintes typiques mustafariennes. Moi, ça m'a rappelé la série de Charles Soule de Vador. Non, c'est ça. J'ai beaucoup aimé au niveau graphique. Fait que c'est là qui gagne ces fameux points. Mais c'est ça, même là, ils ont un méga cristal Kyber que t'as des disciples sur Exegol qui piquent avec des lames de cristal pour le rendre méchant. Tu comprends? Parce que c'est ça, il faut le faire souffrir pour qu'il puisse être utilisé par les Sith. Écoute, si tu as accès à autant de cristaux, pourquoi fallait toute la job dans Rogue One sur Jeddah? Non. Mais j'irais même plus loin que toi, Francis. On est sur Exegol qui nous est décrit comme un des mondes original des Sith. Ouais. S'il y a un cristal Kyber sur cette planète, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas déjà complètement adepte du côté obscur, quoi. Ouais, aussi. Mais bref, voilà. Je mentionnerai par contre pour l'aspect contenant que comme sur l'album de Star Wars, Panini m'a écouté. Je vais prendre le crédit. Non. Ouais, c'est ça. Peut-être déjà dans leur plan, mais on mis des variantes de couverture à la fin. Donc, c'est quelque chose qu'on avait mentionné à Aurélien dans la dernière émission, que ce serait bien d'avoir les variantes de couverture. Et on les a, donc on va leur remercier.
Et je finis sur des couvertures. Je sais pas si je les ai-tu est-ce que je les ai montrées? Je pense que je les ai Non. pas montrées. Hein. Non, tu les as Voici pas affichés. les couvertures. Et c'est pas tous le même dessinateur, mais la première, c'est Lee In-hyuk. Probablement Mais que je la le prononce cinq, elle pas est bien, là, horrible. parce que mon coréen est pas très bon. Mais je crois que c'est un coréen, Lee In-hyuk. Je la trouve magnifique. Celle avec Palpatine qui se joue de Vador comme d'une C'est là, elle est marionnette. bien. Là. Ouais. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Donc, voilà, ça sera pas ma meilleure. Ça sera pas ma meilleure, mais s'il fallait absolument faire des liens avec toute cette histoire-là d'Exegol, je me dis, bon, d'accord. Il y a juste les kaiju là, ou les monstres géants que je trouve qu'on... Tu sais, tu dis souvent, Loïc, est-ce que tu imagines ça en film? Bah non, clairement pas. Oui, mais Non, arrête. Les gens. Dans un Non, un film Dans de un Star Si, Wars. dans un nanar, oui, tu mais- sais, un bon nanar, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que cette fois-ci, on va vraiment apporter une diversité, parce que j'ai pas le même avis que vous deux. Je suis assez raccord sur la fin, et je vais y revenir parce qu'il y a d'autres points qui me chiffonnent encore plus. Par contre, j'ai plutôt apprécié le début, dans cette narration de replacer Vador dans des épreuves, même si je trouve que c'est un petit peu abusif de la part de Palpatine de détruire les choses comme ça, parce que ça sert à rien. Il aurait pu juste balancer Vador avec un écrasement de son appareil de respiration, ça aurait été la même chose. J'ai pas trop apprécié qu'il se refasse encore une fois avec des pièces de droïdes de combat, il l'avait déjà fait à d'autres occasions, donc ça m'agace un petit peu, mais bon, comme on l'a déjà vu, ça va. Par contre, c'est vrai que j'ai bien aimé la track. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'en fait il a une épreuve, on pense qu'il va s'en sortir. Il y a une nouvelle épreuve qui débarque. Donc, ça va être Slimemoor, ça va être Ochi. Ensuite, ça va être le Star Destroyer avec plus de TIE Fighter lancés contre lui que ce qu'on voit contre les rebelles dans les films. Donc, à chaque fois, on monte un peu un cran. Hein, il faut vraiment lui en faire baver. Alors, je suis partagé parce que j'aime bien, je trouve que c'est dynamique au sein du récit, donc ça amène vraiment quelque chose. Par contre, ce qui me fatigue un petit peu, c'est qu'on le fasse encore une fois avec Vador. Pourquoi toujours ce besoin de détruire Vador? Je reviens toujours à la même chose, mais le roman qui était Légende, qui se passait juste après l'épisode 3, permettait de déconstruire le personnage de Vador d'une manière bien plus intéressante que ce qu'on nous montre dans les comics depuis la première série, hein, quasiment. Donc je suis toujours un petit peu partagé. Cela dit, ils ont au moins comment dire, ils ont essayé de faire quelque chose. C'est pas évident de raconter des histoires sur Vador, parce que justement, il faut en donner sans trop en donner. Il faut garder du mystère, et en même temps, il faut le replonger dans des considérations qui vont lui rappeler des choses, et c'est à ça que servent les flashbacks. Flashbacks qui par ailleurs m'agacent fortement, et je l'avais déjà dit pour le premier volume, ça n'a pas changé sur ce deuxième volume, je les trouve pas utiles, donc ça me fatigue d'avoir toutes les 3 minutes des scènes des films qu'on connaît par cœur. Mais ils essayent de faire quelque chose. Après, bon, alors je suis pas du tout fan moi non plus du combat de Kaiju, je trouve ça vraiment en dehors de la caractérisation des personnages, et je n'imagine pas un instant Palpatine faire ça sorti d'un film, donc ça me pose quand même un problème. Mais après, donc il y a cet épisode, le combat terminé, Vador et Palpatine vont traverser donc le temple d'Exegol pour arriver à la flotte des Sith. Donc là-dessus, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, on est entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. On nous montre des cuves. Donc Thomas a parlé de clones de Palpatine. Pour moi, ce sont clairement pas des clones de Palpatine. On a visiblement des proto-Snoke, plutôt. Ce qui me semble être un petit peu, alors soit contradictoire, soit complémentaire, mais on n'en sait pas plus avec ce qu'on a vu dans le Mandalorian. Alors peut-être que ça pourrait être lié à Baby Yoda, la traque, tout ça. Donc si c'est fait de cette façon-là, ok. Par contre, si c'est pas fait de cette façon-là, ça peut rentrer en contradiction, donc ça me pose un problème. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas relevé, messieurs, mais qui me semble essentiel, c'est qu'on nous a montré un autre élément dans une cuve.
Et ça vous rappelle rien. On nous a montré une main. La fameuse Et main, oui, ouais, il y a une main dans une cuve. À Exactement. qui appartient cette main? Mais c'est forcément la main de Luke Skywalker. Et ils en font rien, c'est vrai. Et ils nous la montrent Alors, seulement. Ouais. On n'en fait rien pour l'instant. Je veux rappeler qu'on a une série qui va arriver qui s'appelle Ahsoka, qui est censée donc nous ramener à un grand amiral throne. Qui est... Bah oui, tu me vois venir, Francis. Je vois que tu me vois venir avec cette théorie que je sors à chaque fois d'une réadaptation de la Croisade Noire du Jedi Fu. Ben ouais, je suis désolé. Tu crois que Greg Pak serait déjà au courant de ces plans-là? Non. Par contre, je pense que ce sont des gens assez malins pour poser des jalons qui seront utilisés ou pas. Mon avis, c'est que le truc qu'un mec a mis dans un comics qui est lu par vraiment une niche, on pourrait dire, pour le public, à mon avis, ils en auront rien à foutre et que le gars qui va faire un film va dire « Attends, faites-moi pas chier avec cette case dans un comics, pour moi, ça existe pas. » Non, je suis d'accord. Par contre, maintenant, on peut... Enfin, je suis d'accord avec toi sur l'idée, mais on peut plus dire que parce que c'est un comics du canon Star Wars, on n'aura pas quelque chose qui sera réutilisé. T'as vu le canon pour Kanan, le Bad Batch, ce qu'ils ont fait. Oui, je sais, mais une série animée, ils ont rasé le truc. Je suis d'accord, mais le cross-média qu'on a aujourd'hui au sein de Lucasfilm permet quand même de penser que même une idée comme ça, placée au détour d'une case, peut être réutilisée par un autre scénariste pour en faire autre chose. Alors, corrige-moi si je me trompe, Loïc, tu es plus spécialiste que moi dans Légende. C'est pas dans la série, vu que je l'ai écouté et lu là, récemment, dans la série Dark Empire, qu'on voit la main coupée qu'il utilise pour faire le clone de Luke, justement. C'est pas dans la... Non, dans mon souvenir, c'est vraiment dans la Croisade Noire du Jedi. La Croisade Noire, je vais confondre. Que c'est parce qu'il y a un clone de Luke qui est amené pour faire face à Mara Jade. Du coup, elle peut réaliser la prophétie qu'elle avait, que l'empereur lui avait maître de tuer Luke Skywalker, et elle tue le clone. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà. Après, je ne dis pas évidemment que cette case, elle va être réutilisée. Je dis juste que ça me semble un élément essentiel d'avoir voulu placer cette main à cet endroit-là. Ce serait intéressant. Ouais, et techniquement, il n'y avait aucune raison de le faire, parce que dans le film, on la voit pas, donc pourquoi l'avoir placée? C'était vraiment pas essentiel. Et ensuite, donc, on débarque sur la fameuse flotte de l'Ordre Sith. Donc, je serais pas aussi dithyrambique que Francis dans le mauvais sens par rapport à l'idée de l'épisode 9, parce que c'est une idée très casse-gueule, mais je peux éventuellement concevoir qu'on l'ait imaginé et qu'on l'ait mise en image. Par contre, ça me pose maintenant beaucoup plus de problèmes qu'on me la ramène 30 ans avant. Ça veut dire que tu as une flotte de méga croiseurs de la mort qui tue qui ont chacun la technologie de l'étoile de la mort, que tu veux mener une contre-offensive contre la rébellion pour les écraser et vraiment renforcer ta mainmise sur la galaxie, et tu n'utilises pas ta flotte super méga de l'Ordre Sith, alors que tu as toutes les troupes qui sont là dans la galaxie pour prendre vraiment le commandement de ces vaisseaux. Ça n'a aucun sens. Ça, déjà, on peut s'interroger sur le sens que ça a dans l'épisode 9, mais ça a encore moins de sens de le présenter 40 ans avant. C'est vraiment très, 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 très particulier. Donc, moi, je dirais que c'est relativement... Les croiseurs sont en fabrication à ce moment-là. Même les canons, on voit le plan. Dans le fond, Hoshi voit sur un plan, ça va être quoi les capacités, mais ça ne veut pas dire que c'est fonctionnel. Ok, je suis d'accord, Francis, mais c'est pas ce qui nous est montré dans le comics. Dans le comics, on nous montre la flotte telle qu'elle est dans l'épisode 9. Si tu nous montres une flotte en construction... Moi, je voyais plus ça comme un chantier naval, en fait. J'avais vraiment l'impression que c'est en fabrication. On voyait même des morceaux qui manquaient là, sur certains croiseurs. Ouais, ok, mais... Après, ça me dit pas pourquoi... Enfin, ouais, ok, je veux bien. C'est pas de te défendre la logique de J.J. Abrams. Non, je veux bien accepter l'argument que tu me donnes et de me dire que peut-être que moi, je l'ai interprété d'une façon différente et que ça peut changer la vision qu'on en a. Mais pour moi, au moins une partie doit être fonctionnelle. Tu n'as pas... la flotte, elle est déjà immense. Ils sont pas en train de construire tous ces vaisseaux en même temps. C'est pas possible. Après, qu'ils aient pas tous le super canon à ce moment-là, ok, ça je peux le concevoir parce qu'on le voit pas directement. Par contre, ça m'explique pas pourquoi tu ne rassembles pas cette flotte au moment où tu en as le plus besoin quand tu veux écraser la rébellion. Surtout quand tu perds des batailles au final, et encore pire, après la défaite de l'Empire, enfin après la mort de Palpatine, je veux dire, il y a des gens qui sont au courant. Dire Sly Moore,
connaît Exegol. Ça veut pas dire qu'elle est au courant de la flotte Sith, ok, mais il y a quand même une possibilité que ces gens-là connaissent le plan de contingence de la contingence de Palpatine. Punaise, pourquoi vous les utilisez pas, quoi? Alors, Slimer, peut-être- je pense qu'on ne sait pas s'il a survécu à tous ces événements-là, mais c'est vrai que Masameda, lui, Mas Amedda doit le effectivement savoir. survécu. C'est Bien lui qui dirige Coruscant là, après la mort de l'empereur. Donc je le vois pas ne pas connaître ce plan. Après, encore une fois, je suis là sur des suppositions. Je tisse des liens. Je serai affirmé ou démenti peut-être dans le futur en fonction des liens qui voudront bien créer entre les différentes œuvres. Donc, ok. Maintenant, voilà, moi, cette fin, elle me pose quand même un problème. Elle me pose même une surcouche de problème par rapport à ce qu'on a dans l'épisode 9. Donc, vraiment, pour moi, c'est compliqué. Et alors, sur la partie graphique, je l'avais déjà dit pour le premier volume, mais je suis pas du tout emballé. Je trouve que c'est vraiment très raté. Vador, je le trouve mal dessiné dans tout le volume. Donc, vraiment, cette série, j'ai beaucoup de mal. J'avais dit, à la fin du tome 1, je savais pas, qu'il y avait un infime lien qui allait m'emmener me donner envie de lire ce volume 2. Moi, à la fin du volume 2, j'ai vraiment envie d'arrêter la série. Après, on est dans le crossover, donc je fais une pause. Je considère que le crossover, je peux pas le juger indépendamment, et on y reviendra en fin d'émission. Donc, je vais lui laisser sa chance sur un volume, sur une histoire qui nous sera racontée après le crossover. Par contre, c'est clair que si si le volume d'après le crossover me déçoit autant, ou est aussi un peu torturé, ou qu'il est encore aussi mal dessiné pour moi, ou qu'on a encore autant de flashbacks, je pense qu'à un moment donné, je vais arrêter de le lire. C'est vrai cette fois-ci, il y a zéro ouverture vers la suite. La fin de cet album-là, c'est comme pour le volume Star Wars, on sent bien qu'il va y avoir quelque chose, mais on n'a aucune idée, quoi. Comme si... cette fois-ci, il n'y a rien, il n'y a aucune mention. Non, il n'y a même pas une mention. Il n'y a même pas une mention qui pourrait dire, tiens, en fait, on a des nouvelles du Faucon Millennium ou de Han Solo, vous pouvez faire un piège à la rébellion. Non, s'il n'y a pas une bannière nous indiquant que la suite, c'est la guerre des chasseurs de primes, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Parce qu'on a encore une fois à la fin d'une histoire où Palpatine a détruit son élève. Ça fait déjà quand même quelques fois depuis le début du nouveau canon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Et oui, en fait, il commence en le détruisant, et puis fin du tome, il est de nouveau en honneur de sainteté. En fait, il n'a pas évolué. Il redevient le Vador qu'on connaît, quoi. C'est ça. Ouais. Comme si rien ne s'était passé. Comme si. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment choqué. Le gars, il se fait humilier jusqu'au bout, etc. Et on lui dit, tout le long, il lui explique, tu sais, c'est ta colère qui va te permettre d'aller plus loin, machin. Le mec, ils l'ont foutu par terre, mais vraiment, ils l'ont traité comme une merde. Et alors que normalement, c'est censé avoir fait monter sa colère, ça le met en position de soumission et il dit, oui, maître. Non, si le gars qui t'a fait galérer comme ça, si la colère elle t'a poussé, mais tu le détruis ton maître, tu pars pas, oui maître. Enfin, c'est pas cohérent. Comment je peux. Exactement, voilà, tu m'as fait le bout de la bouche. Et franchement, c'est assez incroyable. Par contre, et là je suis quand même d'accord, je vais quand même dire du bien parce que quelque part j'ai forcé un peu le trait en faisant ma description pour montrer que j'étais quand même globalement déçu. Néanmoins, ça s'est lu hyper facilement. C'est assez fluide quand même parce qu'il y a de l'action, etc. Et la toute première issue, celle où il se fait défoncer, j'ai adoré. C'est pas par sadisme, c'est juste que ça pousse vraiment le concept du site, jusqu'où il va aller, etc. Et j'ai trouvé que c'était très bien rendu. Alors pas visuellement, parce que franchement, Mas Amedda, on dirait un Muppet Show, mais pour le reste. Vraiment, la première issue, pendant 20 pages, et ça montre jusqu'où les sites ils sont prêts à aller. Et en ce sens-là, ça j'ai trouvé génial. Par contre, alors les autres éléments que j'ai trouvé cool, c'est d'essayer de réutiliser un perso qu'on connaît pas, comment il s'appelle déjà Ochi. Donc on le connaît pas, il tombe aussi comme un cheveu sur la soupe, mais ça c'est un défaut de l'épisode 9, et on essaie lui donner du background. Donc ça c'est bien, on essaie de donner du background à Exegol, au plan, etc. Donc
on essaye un peu de sauver le 9, mais il y a un moment tu comprends bien que le truc il est en train de couler, ça sert à rien d'aller le chercher. Il coule l'épisode 9, ça sert à rien d'aller repêcher un truc, c'est trop lourd, faut le laisser aller au fond de l'eau. Et alors quelque part c'est honorable, voilà, c'est un exercice difficile d'aller récupérer l'épisode 9 pour toutes les incohérences qu'on peut y voir. Alors dans un sens c'est sympa, dans un effort de continuité, mais on voit bien que l'exercice est très difficile. Et après, au-delà de ça, clairement, les flashbacks dans tous les sens, autant sur le premier tome de Dark Vador, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais à l'inverse beaucoup apprécié les liens avec Padmé, etc. Ça creusait le personnage, mais là, il y a des projections dedans dans tous les sens, on sent bien que c'est confus dans la force, machin, mais à un moment, ça mène rien comme propos, en fait. C'est juste, je te montre que je sais faire des flashbacks, que je fais jouer de la force, mais je sors du truc, ok, ouais, bon. Enfin, ça amène rien sur la psychologie du personnage, c'est juste, voilà, et puis à la fin, ça finit en autre boudin. Alors, le côté Power Rangers, je vois bien que ça plaît, mais par exemple, pour vous donner, ça m'a fait penser, mon fils avait adoré, les Transformers. Il y a un moment où les mecs, à force de rajouter des couches, ils disent, tiens, on va faire des dinosaures Transformers. Ah ouais, bonne idée! Le côté what the fuck. Je trouve que quand tu regardes un Michael Bay, ça va bien, mais Michael Bay dans Star Wars, moi, ça me... Alors, je vois bien que c'est comics, donc du coup, on se fait un peu plaisir. Mais Godzilla, pas Michael Bay. Non, Michael Bay, c'est pas lui qui a fait les Transformers ? Si, non, mais moi je vois plus du Godzilla que les Transformers. Ouais, c'est un détail, la con. Ouais, tout à fait. Et donc, si tu veux, je serais à la place de lui, je dirais, j'entends pas les voix parler et j'entends pas les musiques. Tu vois, et par contre, j'entendrais Go Go Power Rangers. Alors là, je suis à fond là, tu vois. Mais j'ai pas entendu. Je suis tous les Power Rangers. Ouais, c'est ça, voilà. Bleu, vert, rouge, jaune, rose. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je reste un peu sur ma faim. Et un truc que j'ai adoré, le mec, c'est tellement peu habituel que quand il y a une case, il t'entoure les mecs et il te met une flèche. Il dit, tu vois, en fait, ils sont là sur la bête. Enfin. C'est à la fois bien joué d'un point de vue, explication du dessin, mais en même temps, ça fait bizarre, tu sens bien. Ça m'a fait penser, tu sais, aux vieux comics à l'époque de Kirby et compagnie, où les cases, elles étaient pas dans le bon ordre et le mec, il te mettait une flèche pour que tu suives le dessin. Mais je trouve que ça casse le côté intuitif du comics. Et encore une fois, un petit bémol. Puis alors, les dessins, moi, je les ai trouvés horribles. La colorisation... dégueulasse, ça m'a fait penser, je sais pas si vous vous rappelez dans Légende, c'est la fois où ils avaient cloné l'empereur, où c'était tout en rouge, machin. Mais justement, ça c'est ce que je disais, comment ça s'appelait Oui, c'était Dark Empire. Ah oui, moi j'adore justement, j'adore graphiquement. Moi j'aime bien. Ah ouais, j'ai lu récemment justement et j'ai trouvé ça. Alors c'est ultra particulier, mais j'ai trouvé ça magnifique quand même. Ah ouais, t'as adoré. Alors je suis d'accord avec Thomas. À l'époque, quand je l'avais lu la première fois, donc ça remonte quand même à une vingtaine d'années ou un peu plus même. C'est vrai que j'avais eu beaucoup de mal à accrocher. Aujourd'hui, avec le recul, avec une culture comics autre, je l'apprécie beaucoup plus. Et c'est particulier. J'ai pas raconté l'expérience, tu vois. Et là, ça m'a fait penser à ça et j'ai trouvé ça un peu moche. Et puis, des persos qui arrivent de partout. Sly Moore, j'avais même pas reconnu. Et pourquoi pas l'appeler Enfin, je sais pas. Il y a... Ouais. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Mais je suis pas super emballé. Ça m'arrive pas souvent, mais là, vraiment... On voit bien que niveau dessin, en tout cas, ça divise, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en train de réviser. Je regarde les graphismes et j'en viens à la conclusion que vous n'avez pas de goût. Mais... Non, mais pareil, justement, quand juste parce que monsieur, pour une fois, t'es en défaut, quoi. Non. Alors... Déjà, bon. Ce que ça me faisait, c'est que quelqu'un qui, effectivement, en plus, n'aime pas ni graphique ni histoire, n'aimera pas cet album-là. Vas-y, Jean, tu voulais dire. Oui, non, c'était pour revenir sur tu disais que Dark Vador était mal fait. Et justement, moi, pareil, comme Francis, j'étais en train de refeuilleter le truc. Et je vois que Dark Vador, quand même, je crois que c'est justement le perso qui est le mieux dessiné du truc. Quoi, alors, je le trouve magnifique, fait que je comprends pas. Oui. Que ce soit le perso le mieux dessiné, je trouve que ça rend pas hommage ni à lui, ni aux autres. Je vais faire un comparatif. On a chroniqué il y a quelque temps un album qui est le Star Wars numéro 2. Dans cet album, il y a une apparition de Dark Vador en hologramme et une petite scène avec l'Empereur. Je suis désolé les gars, comparé,
mettez les deux côte à côte et vous allez voir lequel est le mieux dessiné. Il y en a un qui ressemble à Vador, qui est même cinématographique et qui ressemble au film, et il y a celui-là. Et celui-là, il ressemble pas à Vador, il ressemble à un jouet Dark Vador des années 70. Dark Vador en jouet des années 70, Kenner, c'est pas Dark Vador du film. Je pense qu'on a pas lu le même album. Ouais, j'ai pas trouvé. Pas trouvé. Je trouvais Vador vraiment très bien fait dans ce bouquin. Ah non, vraiment. Berk. Ouais, je vois d'accord. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, j'ai le Star Wars tome 2, justement, où je vois l'hologramme. Effectivement, c'est pas le même style. Mais c'est pas le même style. Alors, c'est vrai. Là, c'est vraiment plus. C'est très réaliste. Ça colle vraiment au film. Ouais, exactement. Là, on parle d'un style. C'est-à-dire qu'effectivement, ce personnage de Vador dans cet album-là, et c'était un peu le cas dans les albums de Charles Soule aussi, il avait été un peu plus cartoonisé. Et tu le disais, Francis, tout à l'heure, ou je sais plus si c'était toi, Jean, avec les yeux expressifs aussi. Ça rajoute aussi ce côté-là, que moi, je n'aime pas du tout, parce que j'aime bien justement ce côté monolithique de Dark Vador, froid. Quand tu le regardes, tu sais pas ce qu'il pense. Et justement, c'est ça que j'aime bien avec Vador. Et c'est vrai que dans la série de Charles Soule, il y avait aussi un peu ce côté un peu déformé de Vador, mais ça me choquait beaucoup moins. C'était pas à ce point-là, en tout cas pour moi. Donc voilà. Je vois ton point de vue. Ouais. C'est ça, c'est une appréciation personnelle. Effectivement, à moi, elle ne me convient pas. Moi, j'adore les Vador très cinématographiques. J'adore les Vador extrêmement bien dessinés, où les proportions sont respectées. Et on n'a pas ces problèmes avec les autres personnages. Je veux dire, les Death Troopers, Sly Moore sont très cohérents. Ochi de Bestoun, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup. Je vous rejoins là-dessus. Et le design et ce qu'on a essayé d'en faire, même si, Francis, tu le disais, l'Assassin's Sith, pourquoi rajouter encore une surcouche au site? Après, c'est pas nouveau. L'Assassin's Sith, il y en avait à l'époque de KOTOR, il y en avait un peu dans toute la saga légende de Star Wars. Donc, je l'ai un petit peu plus accepté, peut-être, facilement, du fait qu'on nous le ramène dans l'épisode 9. Pourtant, je trouve que il apporte quelque chose, cet Ochi. J'aimerais bien que ce soit un personnage qui soit réutilisé plus tard, comme la Reine Trios, par exemple, où on avait réussi, à partir de quelque chose d'un peu, un peu branlant, à vraiment la ramener dans l'histoire et en faire quelque chose de développé. Faites-nous quelque chose de pareil avec Ochi. Même si on connaît la finalité de la chose, c'est pas grave, ça peut être intéressant quand même d'avoir un truc intéressant à raconter sur ce personnage. T'en connais sur ce perso, alors pardon, Francis, tu avais quelque chose à dire? Non, c'est peut-être la même chose que toi, mais en fait, effectivement, Ochi de Bestoun continue d'être présent dans les Vader suivants là, dans la guerre des chasseurs de primes et compagnie. Donc, je sais pas si on va le voir longtemps, mais pour l'instant, dans les versions originales, il est encore là. Et il sera là aussi dans un roman, puisqu'il y a un roman qui est annoncé sur la quête d'Exegol par Luke et Lando, qui en théorie va croiser la route d'Ochi, oui, c'est vrai. Puisque ça va les amener au même endroit. C'est vrai. Ochi, un peu le personnage. J'ai un petit souci avec Ochi parce qu'on te le montre, son entrée, son arrivée, son apparition est super badass, mais plus ça va, là au moment où justement les droïdes se rebellent contre lui et qu'il se fait sauver par Dark Vador et qu'il devient un peu le sidekick de Dark Vador, il commence à devenir un petit peu comic relief. Et c'est la direction, là ça spoil un petit peu les volumes suivants, mais je trouve que plus on avance dans le personnage, et plus je trouve qu'il devient vraiment le sidekick rigolo, quoi. Donc je trouve que ça perd énormément de sa superbe, alors que c'était... Quand il se fait enfermer dans la on passe un peu pour un abruti. Et oh non, m'enferme pas dans le placard, s'il te plaît. T'as l'impression que tu sais que c'est le petit frère victime, tu sais. C'est bon, quoi. Je veux dire, c'est un assassin Sith, les gars. Quoi. Voilà, il apparaît comme l'assassin Sith, un gars super balèze. Puis tu sais, il pleure tout le temps. Oh non, c'est fou ce que tu vas faire. Non, reviens. Après, il y a une comment on appelle ça, un effet de style qu'il y aura dans le prochain numéro. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, avec Francis, mais on va l'utiliser pour... c'est compliqué de pas... Ouais, non, évite d'en dire trop. Ouais, non, bref. La manière dont on va l'utiliser... comment dire, il ne reste pas la petite marionnette de Vador et de l'Empereur tout le temps, dans le sens qu'on part sur d'autres intrigues ou d'autres... Donc on va le revoir. Mais je suis curieux, effectivement, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai, Loïc, ce que tu dis, il est mentionné dans le synopsis là, du roman qui va sortir. Oui, bien sûr. Sur Lando et Luke. Donc, ça va être intéressant de creuser le personnage.
Moi, j'ai pas vu tant de comic relief. En fait, il demeure, évidemment, il est fait prisonnier par Vador, il est attaché, donc effectivement, mais oui, il argumente avec lui. Et tout le long, il continue, c'est pas qu'il devient le sidekick, c'est qu'il continue de travailler pour l'Empereur et il n'arrête pas de dire à Vador, l'Empereur va faire ci, va faire ça. Et même à la fin, à ce moment-là, il a rejoint l'Empereur, donc parce que l'Empereur est sur Exegol, il attendait Vador, on ne l'a pas trop expliqué. Mais c'est ça, fait que c'est ça, il continue d'être présent. Il sert aussi un petit peu. Tu sais, il faut toujours qu'il y ait Vador, c'est un peu comme Chewbacca. Il faut toujours qu'il y ait un deuxième personnage pour traduire ou pour alimenter là, notre compréhension de ce qu'il a à dire ou ce qu'il ressent. Fait que cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est beaucoup à ça qu'il sert. Mais en tout cas, on va voir comment ça va se développer. Mais moi, dernière chose que je voulais dire avant de conclure avec les notes, tout ça, c'est que je me dis, on est vraiment sur le thème post-logie. Mais, mettons qu'on prend la clientèle cible qui a le plus aimé la postlogie, et même si on prend la clientèle cible qui aurait le plus aimé l'ascension de Skywalker, est-ce que c'est des lecteurs de comics Darth Vader? T'sais, j'ai l'impression que les comics s'adressent tellement aux fans hardcore et que c'est pas la même clientèle que les films grand public, et encore moins ceux de J.J. Abrams, qui pour moi s'adressaient aux jeunes hyperactifs, là. Donc, mais je pense qu'ici, nous quatre, on n'est pas des méga fans de l'ascension de Skywalker. Donc, ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un qui l'a beaucoup aimé. Ça doit exister. Oui, ça existe. Oui, j'imagine. Alors, sur notre Discord, on en a. Il y a des gens qui ont bien aimé la post-logie. Il y a des gens qui ont détesté le 9, particulièrement aimé le dernier, l'ascension. Tu sais, il y a des gens qui ont adoré, que ce soit les derniers Jedi ou Force Awakens. Mais l'ascension de Skywalker, c'est vrai que je vois rarement des gens se porter à la défense beaucoup. Mais alors moi, je l'avais défendu à l'époque de la sortie, quand je l'avais vu la première fois et la deuxième fois. Pour moi, j'avais retrouvé quelque chose que n'avaient pas les deux autres, un côté très Star Wars. Maintenant, avec du recul et plusieurs visionnages, comme Thomas, c'est là où ça commence à battre de l'aile. Et plus c'est un bon divertissement cinématographique à la J.J. Abrams. Mais pour nous qui sommes des spécialistes du canon, puis de toute l'histoire, puis de rattacher tous les morceaux de casse-tête, avec l'ascension Skywalker, c'est un peu difficile. Mais bon. Oui. Mais bref, mon point, c'était juste que des gens qui ont beaucoup apprécié l'ascension Skywalker vont peut-être beaucoup plus apprécier cet album-là que nous. Moi, il y a ça aussi qui joue, là, c'est que déjà en partant, ça essaie de faire des liens avec des choses que je trouve qui sont insensés. Donc, c'est sûr que ça devient difficile. Mais justement, ça serait intéressant. Donc, je vous invite, chers auditeurs, si vous êtes défenseurs de l'ascension de Skywalker, laissez-nous un commentaire quelque part. Parce que il peut y avoir les deux choses. C'est-à-dire, j'adore l'épisode 9. Je trouve que la flotte Sith est une bonne idée. Peut-être que je vais aimer le comics, comme tu l'as dit, parce que ça va ramener du background à cette histoire. Ou alors, trouver que c'est incohérent de la présenter aussitôt et de la présenter Vador plus l'Empereur qui sont tous les deux à cet endroit-là avec cette flotte Sith qui est en construction ou qui est en partie déjà construite sans rien en faire après. Peut-être qu'en fait les gens qui adorent l'idée dans le film vont détester l'idée comics et vraiment là ce serait intéressant d'avoir vos points de vue et de pouvoir échanger. Non mais déjà effectivement, le mec qui a aimé l'ascension de Skywalker, a priori je pense qu'il a statistiquement beaucoup plus de chances d'apprécier ce qui a été fait. Sauf si ça lui pose un problème de cohérence, de continuité au sein de l'histoire qui se déroule entre cet épisode et l'épisode 9. Moins probable. Mais voilà, il faudrait qu'on puisse échanger avec quelqu'un qui pourrait nous donner son point de vue à ce sujet. Nous cherchons la perle rare. Voilà. Donc, c'est sur cette recherche qu'on va conclure cette édition littérature de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous avez des suggestions, si vous avez envie de discuter avec les notes... On a donné les notes ou ouais. Oh là là, mais c'est pas possible, Francis. À chaque fois, je commence ma conclusion et à chaque fois, je me fais interrompre parce que j'ai oublié quelque chose. C'est fou, c'est fou. T'as quand même oublié l'essentiel, la note. C'est vrai, pourtant c'est rare. D'habitude, je n'oublie pas les notes parce que j'y suis très attaché, mais là, j'ai vraiment pas envie, tu vois. Il faut vite que nous concluions. T'as peur que les gens donnent des mauvaises notes, c'est pour ça. Il y a des chances. Ok, allez-y, messieurs. Je conclurai. Qui se lance? Les notes. Francis.
Ben écoute, moi ça va être un 13 sur 20 qui est pas si catastrophique comme je disais. Moi de mon côté, c'est grâce au dessin que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, un 13 sur un 65% pour ce deuxième volume. Tu vois, je m'attendais à pire vu ta critique. Bon. Moi, je vais mettre un 16 sur 20, un 80%. Je reste sur ma note. Parfois, tu sais, les secondes ou troisième lectures, ça te fait un peu varier la note. Et même, je me rappelle que Tom, parfois, il rappelait ça souvent, on le fait discuter avec vous, de vous écouter du coup avant. Ça faisait aussi changer un petit peu nos avis. Là, je vais rester quand même sur le 16 sur 20. Je reste sur ma note de ma toute première lecture, en fait. J'ai quand même préféré le premier volume de Vador sur Naboo avec les servantes, Sabé, tout ça. C'était vraiment sympa. J'avais lu aussi le premier tome en parallèle de Queen Shadow. J'avais les deux, et les deux en parallèle, c'était génial, quoi. Donc j'avais beaucoup plus aimé, avec pas mal de passages qui m'avaient beaucoup touché, tout ça. Là, ça reste bon, mais un poil en dessous de celui-là. Donc ouais, 16 sur 20, 80%. Thomas? Alors moi, je serais entre 11 et 12, mais pas plus, donc je vais mettre 11,5. Mais ouais, non, un peu déçu. Mais ce qui sauve le truc, c'est vraiment la toute première issue qui est extraordinaire. Et le reste, tu t'enfonces dans les abîmes petit à petit. Ils ont bien fait d'arrêter. Et si ça se trouve, il y avait peut-être une issue numéro 7. On lui a dit non, mais arrête le désastre. Et c'est pour ça que ça finit comme ça. Il dit d'accord, maître. Parce qu'ils lui ont dit non, arrête les conneries. Moi, je le sanctionnerais d'un 7 sur 20. Ouais. Alors, pas venir celle-là. Hein. Ouais, petit 1 parce qu'en fait, j'étais déjà très plus que mitigé, même très moyen sur le premier volume. Donc, quand le deuxième volume n'arrive pas à m'accrocher, c'est clair que déjà, c'est une première sanction. Pourtant, j'ai bien aimé une partie de l'histoire, mais alors, cette fin, plus les dessins, moi, ça me plombe la note, c'est évident. Donc, non, là, c'est... Franchement, moi, je dis, faites l'impasse. Il vaut mieux ne rien savoir d'Exegol, ne rien en apprendre, et de toute façon, vous aurez rien raté, quoi. Donc, voilà. C'est maintenant que je vais pouvoir conclure cette édition de Star Wars en direct littérature et vous inviter à nous laisser vos suggestions, vos commentaires, vos réactions. Venez discuter avec nous, venez discuter de l'ascension de Skywalker et du lien qu'il y a au sein de ce comics. Venez échanger avec nous sur Facebook, Twitter, sur Instagram ou surtout sur Discord et sur notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube, vous pourrez aussi mettre un petit pouce en l'air, vous pourrez vous abonner. Activer la cloche pour avoir toutes les dernières émissions de Star Wars en direct, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses en ce moment, et partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux, faites-nous connaître, ça nous fait beaucoup de bien. Alors de la part de toute l'équipe, de la part de Jean, de Francis à l'autre bout de l'Atlantique, de Tom et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.